En moins d'un siècle, la Corse a connu une transformation totale de ses paysages, avec le dépeuplement des zones rurales, l'exode des populations villageoises, l'abandon des cultures vivrières. La population se presse désormais dans de grands centres urbains, tandis qu'à l'intérieur de l'île, les terrasses jadis cultivées sont envahies de maquis. Le Corse ne produit plus ce qu'il mange, il l'achète dans des supermarchés, alimentés par bateaux et avions depuis les 5 continents. On appelle cela le progrès. Ce progrès-là a un coût, un immense déséquilibre dans lequel toute la population mondiale s'est engagée d'un seul élan, sans même y réfléchir. Mais le bilan est terrible. En quelques décennies, on a pollué nos sols comme jamais, surexploité mers et continents, détruit une bonne partie de la biodiversité existante. Partout, les substances chimiques, engrais et pesticides empoisonnent nos existences. Partout, la Terre se meurt. Et dans l'atmosphère, le carbone s'accumule, menaçant désormais notre climat d'un réchauffement climatique sans précédent. Les spécialistes sont formels. Si l'on continue à produire autant, à détruire autant, sans rien changer à nos habitudes, alors il ne reste qu'une 60aine d'années avant de rompre définitivement l'équilibre planétaire, avant de condamner l'humanité tout entière. 60 ans, c'est 60 récoltes, ni plus ni moins. C'est très peu quand on y songe. Une seule question s'impose. Est-il encore possible d'inverser la tendance ? En Corse, aux portes d'Ajaccio, des hommes et des femmes travaillent aujourd'hui à repenser le modèle agricole. Ce ne sont pas des utopistes, non. Juste des agriculteurs qui ont pris conscience des enjeux planétaires et se servent de leur savoir pour innover, pour tenter de répondre à cet immense défi qui se dresse désormais face à nous. 60 récoltes pour tout changer. À la baguette de ce projet, Fabien Tournant, un ingénieur spécialisé dans l'accompagnement des agriculteurs pour une transition agricole raisonnée. Fabien a acquis une longue expérience dans le domaine, passé 17 ans en Afrique à combattre l'aridité, la désertification et l'appauvrissement des sols. Son modèle est éprouvé. Il s'appuie sur la nature et ses incroyables capacités régénératrices pour redonner de la vie là où il n'y en a plus. Car la nature est prodigieuse. Les plantes sont les poumons de notre planète, fabriquant l'oxygène que l'on respire. Et pour ce faire, elles absorbent le carbone que les activités anthropiques génèrent. Oui, elles récupèrent le carbone de l'atmosphère, l'absorbent par les feuilles et le distribuent aux racines. 40% du carbone capté se retrouve ainsi diffusé dans la terre et nourrissent alors les micro-organismes qui y vivent. Ceux-ci fournissent aux plantes, en échange de ce carbone, les oligo-éléments dont elles ont besoin. Ainsi, la Terre absorbe naturellement le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre. Mais pour cela, il faut qu'elle soit vivante. La vraie solution pour le carbone, c'est simple, c'est l'agriculture, le reboisement. On a des outils, le végétal est une des seules choses pour réintégrer le carbone dans le sol. Donc au lieu de nous parler de taxe carbone, parlons de comment on accompagne les agriculteurs, les arboriculteurs à augmenter leur potentiel à réintégrer le carbone dans le sol par le cycle du végétal. Les plantes, elles prennent l'énergie solaire. De cette énergie solaire, elles ont besoin du carbone. Elles transforment ce carbone en oxygène et la photosynthèse, ça vient transformer ce carbone en sève élaborée, en sucre. Et le sucre va commencer à nourrir tout le processus de vie. Et à partir de là, c'est un cycle vertueux entre carbone, photosynthèse, création de matière organique et vie du sol.
Aujourd'hui, les scientifiques ont pu mesurer l'extraordinaire pouvoir d'absorption du CO2 par un sol vivant. Car il n'y a pas que les plantes qui consomment du CO2. Tous les micro-organismes, les bactéries qui forment l'humus d'un sol bien vivant, absorbent du CO2 et le transforment en nutriments, en oxygène. C'est dans cet humus, riche et fertile, que réside toute la magie de la vie sur Terre. Car sans cette vie du sol, rien ne pousserait à la surface. Le problème du schéma de l'après-guerre pour relancer l'économie, c'est on a fait rentrer des tracteurs, la population a quitté les champs pour aller dans les villes, et à partir de là, on a employé des techniques qui est comme le labour, qui est on prend le sol, on met la couche qui est vivante, qui sert aux plantes à vie, donc toute cette microbiologie, en dessous, et la couche du sous-sol où il n'y a pas de vie, il n'y a plus de nutriments, on la met au-dessus, et du coup on vient appauvrir nos sols, on vient tuer nos sols, et dessus il y a tout un cycle d'érosion, il y a tout un cycle qui arrive, qui ne permet plus au sol, tout simplement, de fonctionner convenablement, et là on est obligé de faire entrer des produits chimiques, des pesticides, et là on commence à déséquilibrer, polluer nos sols, polluer nos nappes, polluer notre alimentation, et on commence à devenir malade. C'est indéniable. On a fait preuve de suffisance, de mépris pour les sols et notre belle planète. On a cru pouvoir tout transformer à notre guise, sans conséquence. Le résultat est que les sols agricoles sont de moins en moins productifs. La technique du labour possède en réalité une rentabilité tout à fait illusoire, à très courte échelle. Une des conséquences de ces gros tracteurs et du labour, et d'avoir un sol nu, c'est qu'à chaque pluie, on a ce qui s'appelle l'érosion. C'est qu'on a une perte de sol. C'est que toute la première partie du sol, qui est la meilleure, qui est celle qui nourrit nos plantes, eh ben, elle part à la mer. On n'a plus de rétention d'eau, c'est qu'on n'a plus d'eau qui rentre dans notre sol, parce que c'est des couverts végétaux qui permettent la rétention d'eau et qui permet à l'eau de remplir nos nappes phréatiques. Un sol sans racines, sans vie végétale, sans eau, est un sol improductif. Dès lors, il faut avoir recours aux engrais chimiques pour pallier l'absence de nutriments. Les industriels l'ont vite compris, proposant désormais une solution miracle aux agriculteurs. Un mélange de potasse, de phosphore et d'azote synthétique censé redonner vie à une terre stérile. Cela fonctionne tant bien que mal, car ce mélange chimique ne peut pas totalement remplacer les nutriments naturels des sols. Pire, il s'accumule dans la terre, traitement après traitement, la polluant pour de nombreuses années. Quand on a une mauvaise flore intestinale, on voit qu'on n'arrive pas à assimiler les nutriments et on voit qu'on commence à tomber malade, on commence à avoir des carences. Le sol, c'est exactement pareil. Si le sol n'est pas en bonne santé, comme un être humain avec une flore intestinale qui lui permet d'assimiler ces nutriments et d'être en bonne santé, eh ben, le sol n'a plus sa capacité de stocker le carbone et de donner les éléments nutritifs aux plantes qui nous nourrissent. Une autre pratique est née avec la mécanisation des cultures, la monoculture. Dans sa volonté de dominer la nature, l'homme n'a pas hésité à détruire les environnements, à concentrer une seule et même espèce sur de vastes étendues, au mépris de la biodiversité. La conséquence est sans appel. Tout comme l'élevage intensif est source d'épidémies, la monoculture favorise la concentration et la prolifération des ravageurs en un même lieu. En fait, c'est quoi les ravageurs? Pourquoi ils sont là? Quand on met de la monoculture, il y a un signal qui fait qu'il y a un déséquilibre, parce que la nature ne fonctionne pas en monoculture. Donc c'est quoi les nuisibles? C'est juste les soldats de la nature qui arrivent dans une zone où il y a un déséquilibre au niveau de la biodiversité et qui vient rétablir cet équilibre. Une nouvelle fois, ce sont les industriels qui ont proposé leur solution miracle, des pesticides redoutables, taillés pour éliminer toutes sortes de nuisibles des récoltes. Déjà dépendante des engrais synthétiques, l'agriculture s'est définitivement liée aux industries chimiques, incapable désormais de s'en passer. Une nouvelle ère était née. Il ne faut pas oublier que les pesticides, ils sont arrivés avec l'après-guerre.
après 1945. On a recyclé des produits d'armement pour les cultures. C'est quelque chose en fait, qui tue le vivant. C'est réellement une catastrophe. Les pesticides, ils sont partout. Ça part d'un épandage sur la terre, ils vont dans les cours d'eau, ça se trouve dans la mer, ça s'évapotranspire, ça se retrouve dans les nuages. Et avec la pluie, ça vient se disséminer partout. Il n'y a pas de l'eau de pluie sans pesticides, il n'y a pas une nappe phréatique sans pesticides. On les retrouve dans les légumes, on les retrouve dans les céréales, on les retrouve dans la viande, on les retrouve dans l'oxygène, on les retrouve dans l'atmosphère, on les retrouve dans les mers, on les retrouve dans les cours d'eau. Il n'y a pas un seul enfant qui n'a pas du Roundup dans son sang. On a une belle grappe de raisin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le raisin blanc. Là, on a des belles grappes de raisin noir. J'adore le raisin noir. Ce type de plantation aux couleurs chatoyantes est-il destiné à rester une exception dans une terre dévastée? Pourra-t-on dans le futur produire suffisamment pour nourrir la population mondiale? Supprimer les pesticides? Se nourrir sainement? Alors là, c'est les haricots rouges que vous voyez ici. Alors, c'est vrai que quand on est petit, on apprend la différence entre fruits et légumes pour le sucré salé, sauf qu'en biologie, le fruit, c'est l'organe de la plante qui porte les graines. Donc même ça, c'est le fruit. Et en fait, cette partie-là, elle a voué à se planquer. Elle se cache dans les plantes pour justement faire survivre, refaire une nouvelle plante l'année suivante. Donc c'est pour ça que là, les haricots rouges sur des tiges rouges, c'est un petit peu difficile à trouver. Mais une fois qu'on a l'œil, hop, on les a juste après les fleurs, les belles fleurs violettes que vous voyez ici. On a les beaux haricots rouges. Et ceux-là, une fois qu'on les cuit, ils deviennent verts. Ils sont tout fondants et tout délicieux. Est-il réellement possible d'effacer des décennies de destruction, de redonner vie à un sol quasi mort? Pour régénérer un sol, même en milieu désertique, il nous faut des graines, de la terre, de l'eau. Grâce aux plantes, on va créer de la biomasse, la partie extérieure, et on va créer un système racinaire. Le système racinaire, il va nous permettre de capter l'eau de ruissellement. C'est-à-dire que les racines, elles vont stocker de l'eau. Elles vont remettre de l'humidité dans le sol. L'humidité va permettre à la microbiologie du sol d'être présente. La biomasse au-dessus du sol, ça va créer de la nourriture pour le sol. C'est-à-dire qu'on met une graine, elle pousse, ça fait des racines, ça fait de la biomasse. On va couper cette biomasse qui va venir couvrir le sol, donc on va avoir moins d'évapotranspiration. Donc on va garder un maximum d'eau dans notre sol qui va permettre à notre microbiologie d'être présente et toute la matière organique qui est au-dessus, elle va se transformer en nourriture pour notre sol. Et à partir de là, on reprend le cycle de régénération des sols. Ces graines, c'est des graines d'engrais verts. Elles ont le pouvoir de restaurer les sols. Donc on a des graines de pois. C'est la famille des légumineuses. Ça fait beaucoup de biomasse et ça participe à stocker un petit peu d'azote dans le sol. On a le radis fourragé. Ça, sur les sols très compacts, ça permet d'ouvrir et aérer le sol. On a aussi du tournesol. Le tournesol, il fait beaucoup de biomasse et il est mellifère. Et on a nos graminées de l'avoine noire.
Les graminées, elles ont un gros potentiel de faire énormément de systèmes racinaires dans le sol et aussi de la biomasse. Quand on a un sol qui est mort ou qu'on veut régénérer, on peut se permettre d'utiliser des machines pour ouvrir le sol, pour pouvoir casser cette croûte qui est super dure, qui ne va pas être profitable pour que les plantes puissent se développer. Donc la première étape pour régénérer un sol, c'est qu'on va ouvrir le sol. On va le griffer, on ne va pas le labourer. On va juste remuer la première couche ensemble. Après, on va semer nos graines. Après, on va irriguer, on va attendre la pluie. Et à partir de là, le processus de régénération où la graine va germer, va commencer à avoir un système racinaire, il va y avoir une capacité de rétention d'eau. Et à partir de là, tout se remet en marche. Ok, donc là on est au niveau des aubergines. Donc là on va essayer de récupérer des aubergines pour la semence. Donc on va essayer de prendre les plus matures, celles qui sont les plus foncées. On va essayer de faire attention à qu'il n'y ait plus de vert. Donc là par exemple on voit ici qu'il y a encore du vert, donc là elles sont toutes petites. Mais même là on voit plein de petits points verts et des fois des traits. Donc celle-là elle paraît pas mal du tout. Ce qui est magique avec la nature, c'est qu'on voit qu'elle est très généreuse. Quand on ouvre un fruit, on s'aperçoit que par exemple une aubergine va avoir peut-être 800, 1000, 1500 graines dedans. C'est vraiment assez fantastique. Il y a très longtemps, les hommes ont appris à modifier les plants par la simple sélection des graines. La plupart des légumes que l'on plante aujourd'hui sont en effet issus d'une longue sélection génétique, entièrement naturelle, fondée sur les seules caractéristiques des plants que l'on désire reproduire. Ainsi, en choisissant les graines des légumes les plus charnus, on obtient des plants qui donnent de gros légumes. Si l'on sélectionne les graines des légumes les plus précoces, on obtient des plants qui arrivent plus vite à maturité. L'agriculteur est donc pleinement acteur de ses productions, les optimisant au fil des années, selon ses propres critères ou besoins. Il opère ainsi une sélection génétique totalement naturelle, qui vise à améliorer ses productions sans aucune manipulation chimique. On a aussi ramassé des tomates qui étaient complètement desséchées sur le pied. Et donc ça, c'est des tomates qui sont arrivées en surmaturité. Donc on est sûr que la génétique de cette tomate va être complète. C'est comme un petit peu comme les enfants, quoi. Une gestation de 9 mois, ça fait des enfants qui sont bien formés. C'est pareil pour les graines. Plus une graine elle arrive à maturité, plus elle a un potentiel de pouvoir s'exprimer. Alors là d'abord on va essayer de casser toutes les petites mottes pour essayer de faire de la terre la plus fine possible avec ce terreau pour pouvoir faire nos semis de courges. Et après cette terre là, on va remplir les petits pots. Alors on remplit bien sans trop tasser. Hop, on se fait un petit peu de place délicatement pour la graine. Et après on va pouvoir mettre nos graines de courge. Alors, la distance, normalement, la taille, la profondeur, c'est 2 fois et demi la taille de la graine. Alors, c'est 2 fois et demi l'épaisseur de la graine. Donc là, hop, on met les graines. Tout le monde a sa petite graine. Et on remet un petit peu de terreau par-dessus.
Donc là, on a nos graines, notre terre. Il faut 3 choses pour que ça pousse. Du soleil et de l'eau. Pour réveiller la graine, pour lui dire c'est bon, tu peux sortir. Il existe une alternative à l'emploi des engrais, dont on sait qu'ils sont source de pollution. L'engrais naturel. Oui, lorsqu'il n'y a plus d'humus et que la terre n'est pratiquement plus que minérale, le compost est peut-être la meilleure solution pour réimplanter la vie. Le compostage, c'est quoi? C'est la transformation et l'optimisation des matières organiques en nourriture pour le sol et pour les plantes. Le compost, simplement, c'est l'ancêtre des produits chimiques. Les anciens n'avaient pas de produits chimiques. Les anciens, ils recyclaient la matière organique, ils la bonifiaient, ils la transformaient pour pouvoir entretenir leur sol. Le compost est clairement un engrais pour retrouver des sols fertiles. Qu'est-ce qu'on a comme matière organique autour de nous? Ça peut être des feuilles d'arbres, du broyat, des déchets d'assiette, des fientes de poule, le fumier. Et tout ça, c'est juste comme des ingrédients de cuisine. Vous prenez une première couche de paille, après vous allez mettre de l'herbe fraîche, après vous allez mettre des déchets de cuisine, après vous allez mettre une couche de broyat. Entre toutes ces couches, vous mettez un petit peu de sauce. C'est l'eau, c'est l'activateur. Ce qui est intéressant dans le processus de transformation des matières organiques en compost, c'est que grâce à de l'eau et différents types de matières organiques, il va y avoir comme une fermentation. Il va y avoir une transformation et un développement de colonies de bactéries. Il va y avoir les vers de terre et qui vont transformer toutes ces matières organiques en nourriture assimilable par les plantes et par le sol. Et en quelques semaines et en quelques mois, on arrive à avoir comme un plat cuisiné pour nos plantes et pour notre sol. Le compost, c'est une grande cuisine avec des bactéries, des mycorhizes, des vers de terre et eux, ils vont vous préparer votre engrais. Dans la culture domestiquée, dans ces imports-exports, c'est que si on regarde avant comment ça se passait, on va prendre les maraîchers de Paris. Avant, les maraîchers de Paris, ils avaient un rôle très important. Ils apportaient des légumes à la capitale et en repartant, ils prenaient tous les fumiers et pailles des écuries et ils récupéraient aussi tous les pots de chambre. C'est-à-dire la nourriture qu'ils apportaient, qui était digérée par des intestins et qui devenait un déchet, et qui venait de leur culture, ils le réintégraient à l'intérieur et du coup ils arrivaient à gérer leur fertilité import-export parce que toute leur nourriture qu'ils apportaient, ils le remettaient sur leur terre et ça fonctionnait très très bien. Dans une exploitation maraîchère classique, sur de petites ou moyennes surfaces, les solutions existent pour aérer un sol sans le retourner, pour éliminer les produits chimiques, engrais et pesticides, pour respecter la nature. Une belle patate douce. La récolte promet. Tout est question d'éducation. En réalité, l'épandage de compost n'est pas une opération compliquée ou impossible. Entretenir l'humus, ne pas mettre le sol à nu, ne sont pas des choses difficiles en soi. C'est souvent une question de compréhension, de volonté, d'habitude. Ce qui est intéressant dans la permaculture, c'est que le modèle, c'est la nature. Comment la nature se comporte pour créer l'abondance, créer la richesse, et comment nous, dans nos modèles de production, on peut imiter la nature pour garder cette richesse et garder cette abondance. Donc là, on voit un jardin très très fourni. On a un petit peu surélevé nos plants avec différentes choses. Là, on a fait de la récupération de tuiles en terre cuite. Donc c'est intéressant. Elle garde pas mal d'humidité. Donc là, on a une petite coupe. Donc on voit un petit peu ce qui se passe. Là, on a un petit peu des racines. Donc on voit, on a fait un petit mélange, comme des lasagnes de différentes choses, où on a pu mettre un petit peu de bois,
on a des feuilles. Et à l'intérieur, on voit c'est assez humide. Ça sent un peu le champignon. C'est une odeur très agréable. On voit que dans la nature, il y a des plantes qui s'accompagnent et il y a des plantes qui ne s'aiment pas. Donc quand on arrive à reproduire sur petite et moyenne surface, parce qu'il est très dur sur grande surface de mélanger toutes les espèces, ça devient un grand bazar au niveau de l'organisation. Mais effectivement, à petite et moyenne échelle, pouvoir faire du compagnonnage d'espèces, on peut gagner de la rentabilité au mètre carré et on peut aussi avoir des symbioses très intéressantes au niveau de la culture. Donc là, on a des tomates. Les tomates, il y en a un peu partout, peut-être par ici, ce sera pas mal. Elles sont assez juteuses. Il y a de la graine. Ouais, ça sent déjà la tomate. On sent quelque chose, ça change des tomates que l'on trouve dans les supermarchés. Sinon, vous voyez, dans nos cultures, on a aussi des plantes aromatiques comme la sauge. Une plante très puissante. Ça sent super bon. Donc, au niveau du printemps, on va commencer à tailler tout ça pour réintégrer un petit peu d'autres légumes. Et on va laisser, après la saison, faire repousser, puis on va tailler. On va pouvoir se préparer juste toutes les tisanes pour l'hiver et pour le printemps. Donc voilà notre petit jardin, on va continuer. Alors ici, au milieu de notre jardin qui trône, c'est un kaki. Donc le kaki, c'est chouette, il nous prépare les fruits pour l'automne. On va pouvoir manger des fruits pleins de vitamines pour se préparer à l'hiver. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait une belle zone d'ombre aussi quand on travaille au jardin, qu'on va se reposer un petit peu. Et c'est très très productif. On peut donner un exemple de permaculture, ça s'appelle un guild. Un guild, c'est une composition diversifiée. On va prendre des courges. Des courges, ça va faire le couvre-sol, ça nappe le sol, ça fait de l'ombre, ça couvre le sol. Après, on va prendre un maïs. Le maïs, il va monter vers le ciel. Et après, on va prendre un haricot grimpant. L'haricot va se servir du maïs pour grimper et pour pouvoir s'épanouir. Donc là, on voit aussi, il y a nos amis les abeilles, parce que ce qui est intéressant dans toutes les plantes que vous avez autour, c'est qu'en fait, ça fait revenir beaucoup de pollinisateurs. Et on a fait une succession de plantes qui a des floraisons à différentes époques. Du coup, on a de quoi accueillir tous nos pollinisateurs sur toute la saison. Donc ça, c'est très intéressant que quand vous allez faire votre tri de plantes, que vous puissiez faire attention à la floraison et savoir si vos plantes sont mellifères pour pouvoir étager sur votre calendrier et pouvoir accueillir toute votre faune. Donc là, on a eu des beaux fruits. Donc ça va être plutôt pour de la soupe quand c'est des gabarits comme ça. Ou sinon, on le transforme. Et pareil, soit on fait des bocaux ou des conserves. Ce qui est peut-être le plus surprenant dans ces jardins de permaculture, c'est l'abondance. Oui, l'abondance. On nous a longtemps expliqué que seule la spécialisation des exploitations, une seule espèce pour un même sol, était rentable, parce que cela revenait à simplifier les opérations, à diminuer les coûts, à maximiser le rendement. Que l'on peut être surpris devant tant de profusion, tant de variétés issues d'un même lieu. Se serait-on trompé ? Fabien en est sûr, et son modèle le démontre, récolte après récolte. La monoculture épuise les ressources, tue la biodiversité. La nature, elle, sait être généreuse. Quelles sont les fragilités de nos systèmes?
c'est qu'un agriculteur en monoculture, s'il a un seul problème climatique, il perd toute sa culture. Et à partir de là, il y a une vraie insécurité par rapport à notre mode de production. Et donc comment on peut nous réinstaller une sécurité alimentaire, c'est en mutualisant les systèmes et la biodiversité. La monoculture favorise la concentration des ravageurs. Mais est-ce qu'en mutualisant les cultures, en mélangeant différents légumes et différents arbustes, on réduit naturellement leur nombre? La réponse est positive. Les études le démontrent. Certes, on ne supprime pas pour autant tous les ravageurs, mais on les dissémine dans le paysage. On évite surtout les fortes concentrations d'une même espèce sur une zone précise. C'est assurément un premier pas pour protéger les cultures. Ensuite, il existe des techniques naturelles qui aident à lutter contre la microfaune et les insectes, qui réduisent leur nombre et rendent leur impact très supportable. Donc là, on va prendre du fenouil. Pour les purins, il y a un trio gagnant qui est intéressant, qu'on trouve facilement dans toutes nos régions. C'est l'ortie, pour la croissance des feuilles, la consoude, la potasse pour les fruits, et la prêle pour tout ce qui est oligo-éléments et tout ce qui est maladies cryptogamiques. On essaie de laisser les racines quand on peut pour que ça reparte. Donc là, on est en train de préparer nos extraits fermentés. On a été sélectionner des plantes qui ont un certain pouvoir. Alors ces plantes, elles sont un peu magiques parce qu'on s'est aperçu que les molécules qu'il y a dedans, ça peut être aussi bien des biofertilisants, ce qu'on appelle des engrais, et aussi bien des pesticides ou des répulsifs pour lutter contre les insectes, les chenilles. Et on a même des plantes anti-cryptogamiques qui luttent contre le mildiou. Il y a des techniques, on peut utiliser les poules quand on a des fruits avec des vers. En fait, on va venir faire pâturer les poules au pied des arbres. Les poules, elles vont commencer à se nourrir des fruits pourris avec les larves et avec les œufs des insectes qui viennent détruire les cultures. On s'aperçoit qu'au bout de 1, 2, 3 ans, si on continue à chaque fois, on arrive à rétablir l'équilibre et donc à utiliser les poules comme un insecticide tout en fertilisant les cultures parce que les poules vont apporter de l'azote aux cultures. Les écosystèmes aquatiques sont très importants parce que ce sont des lieux, c'est comme des bars à insectes, c'est des lieux où les pollinisateurs peuvent venir trouver refuge et donc participer
à la productivité du lieu. Un jardin qui n'a pas d'abeilles, c'est un jardin qui va produire 40% voire 50% moins que s'il a des abeilles. Le bar à insectes, c'est intéressant, c'est qu'il fait venir les pollinisateurs et il fait venir aussi des prédateurs de différents insectes. Et à partir de là, on voit que plus on met de la biodiversité, plus on met des ingrédients de biodiversité, plus on arrive à rétablir un équilibre. Par exemple, notre bar à insectes, on va avoir des grenouilles, on va avoir des poissons, on va avoir des libellules, on va avoir des abeilles, on va avoir des guêpes, on va avoir des frelons, on va avoir des oiseaux, on va avoir des lézards. Donc on voit bien que ces écosystèmes accueillent tous les protagonistes pour une culture généreuse et en équilibre. Dans le domaine Sigurani, 13 hectares aux portes d'Ajaccio, les principes d'une agriculture raisonnée sont appliqués depuis des années, offrant aux exploitants du lieu une abondance de fruits et de légumes de qualité, sans aucun produit chimique ni technique destructrice des sols. Alors, ce qui est intéressant dans la conception de ce jardin, c'est que si vous observez, on n'a aucune ligne droite. C'est que là, on a fait attention au chemin de l'eau. Donc le chemin de l'eau, c'est quoi? C'est on a fait attention à la topographie du lieu. Et on a essayé de se mettre perpendiculaire à la pente pour que l'eau de ruissellement puisse être arrêtée par nos lits de culture, qui sont ici, et rentrer dans le sol, dans la nappe, et hydrater toute la couche où il y a les racines. Donc ce qui est intéressant dans ces systèmes, c'est que même à plus grande échelle, on pourrait réinstaller toutes les grandes cultures où avant, dans le paysage français, on avait énormément de haies partout. Et le rôle des haies, c'est si on regardait les systèmes racinaires, les plantes, les légumes, ils ont des tout petits systèmes racinaires qui ne durent pas longtemps. Mais par contre, les arbres, ils ont des immenses racines. Et quand l'eau passe et ruisselle, ça fait comme des capteurs d'eau. En plus, les arbres, ils accueillent les oiseaux, les animaux. Et là, on a toutes les fientes. Les fientes, c'est quoi? C'est de la matière organique qui est prédigérée dans les intestins des animaux, donc qui se charge en bactéries et qui retourne au sol. Et ça, pareil, ça fait des petits inoculateurs qui permettent de redonner de la microbiologie au sol. Donc on voit bien que la biodiversité, on pourrait l'installer facilement sans porter préjudice à ces grandes cultures. C'est juste une question d'organisation. Donc là maintenant, on va aller faire un tour sur l'optimisation des lits. Donc là, sur nos lits de culture, on a du compagnonnage et différents types de légumes qui poussent ensemble. Alors comment s'organiser? Là, on voit plusieurs types de légumes. Donc là, on a des légumes fruits, des aubergines, c'est des solanacées. Là, on a un légume grimpant, une légumineux, qui a aussi le potentiel de remettre un peu d'azote dans le sol et de créer pas mal de biomasse. Et un peu plus loin, on a des légumes feuilles, des blettes. Donc on voit que ce sont des légumes qui ont différents besoins, qui ont différentes strates, et donc on arrive à les faire pousser ensemble. Par exemple, les haricots, ils vont faire un mur pour le vent. Ils sont à taille d'homme, on peut récolter les haricots facilement. Et sur le côté, on a nos autres légumes qui ne se gênent pas. La blette, ça pousse rapidement. On peut en cueillir presque pendant 4 mois. Les aubergines, elles vont être tardives. Et les haricots, ils vont être précoces. C'est-à-dire que là, sur le même nombre de mètres carrés, on a une culture précoce, les haricots, qui va nous donner une première culture, avec tout de suite les blettes et un petit peu plus tard, les aubergines. Donc on arrive à mutualiser plusieurs légumes et à optimiser le coût et le rendement au mètre carré.
quand on n'a pas beaucoup de place, et l'intérêt c'est ça, c'est comment on peut occuper le moins de place possible et faire pousser le plus de légumes possible au niveau que la rentabilité soit en équilibre, tout en gardant une vie du sol qui est présente et en zéro phyto, zéro produit chimique, juste avec des déchets organiques pour amender notre sol. Si on regarde à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Donc là, on voit qu'en dessous de nos bâches, on a de la matière organique. Alors pourquoi on a décidé de travailler avec des bâches? C'est que là, on est sur un lieu de production et le coût du désherbage et le coût pour pouvoir avoir des légumes qui ne soient pas en compétition avec des plantes sauvages qui ont un gros potentiel de pouvoir se nourrir. Donc on a choisi de mettre des bâches. Mais en dessous, on a toujours notre matière organique. Comme au-dessus, en permaculture, on voyait, on a du paillage et différentes matières organiques pour couvrir le sol. Là, on a la même chose, sauf qu'on l'a en dessous. Et on se sert de la toile, qui est une toile qui dure entre 10 et 15 ans. C'est la toile très solide. Donc on s'en sert comme un couvre-sol en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que sous les bâches, on a aussi la microbiologie, les vers de terre et les insectes. Donc ça, c'est vraiment un modèle que je recommande pour les gens qui veulent se lancer dans la production de légumes et participer à alimenter un réseau local. Dans les années 70-75, mon père a été amené à acheter une carrière dont il avait besoin pour construire des immeubles qu'il faisait en pierre de taille. Il a été obligé d'acheter les 13 hectares qui allaient autour, ce qui finalement a été la meilleure affaire que notre famille ait faite, dans la mesure où, dans les années qui ont suivi, il s'est piqué au jeu, il a collaboré avec l'INRA à Bastia et ils ont fait un véritable arboretum au niveau avocat, figuier et diverses autres variétés, agrumes, etc. Moi, ce que je ne voulais pas, c'est que le lieu dépérisse et ne continue pas d'exister. Et ça, j'ai démarré ça il y a déjà quelques années, avant même que ma fille et mon fils ne se prennent dans l'idée de démarrer le jardin. C'est mon grand-père qui a lancé en fait, l'exploitation ici. C'était difficile de concevoir de planter des arbres sans mettre un pollinisateur. Donc lui, il a fait la plantation des arbres et il a mis des abeilles à l'époque où il avait commencé. Quand moi j'ai repris, donc j'ai suivi avec les arbres qu'il avait plantés, on en a replanté. Et quand ma sœur est arrivée en plus, c'était évident que c'était un travail conjoint. Ma sœur et moi, on est plutôt complémentaires du fait que le maraîchage, c'est son bébé à elle, les abeilles, c'est mon bébé à moi. Et on a besoin, en fait, elle, de la pollinisation de mes abeilles et moi, des fleurs, des légumes pour pouvoir faire mon miel. Je ne pourrais pas juste vivre du maraîchage. Parce qu'en hiver, je n'aurai pas assez de rentrée financière. Donc il est important d'avoir des cultures, un certain roulement toute l'année. Donc finalement, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'arboriculture sur une certaine période de l'année, avec le maraîchage qui va assurer la suite. De mai jusqu'à décembre, je vais avoir du maraîchage. Et de décembre jusqu'à mai, je vais avoir de l'arboriculture. Donc finalement, c'est une boucle incessante où je peux toujours arriver au marché avec un stand bien fourni. Et les aromatiques aussi, bien sûr. Les aromatiques, pour certaines, que j'aurai toute l'année. La citronnelle, que j'aurai toute l'année, et d'autres que je n'aurai que de façon estivale. Ouais. En Corse, cela fait déjà une bonne décennie que les céréaliers ont modifié leurs habitudes, qu'ils plantent des haies pour limiter leurs parcelles et réintroduire de la biodiversité, qu'ils n'utilisent plus aucun pesticide chimique, qu'ils se servent du pouvoir régénérateur de la terre. Les cultures progressent, la rentabilité s'accroît. On peut se permettre de faire de la culture raisonnée parce qu'il y a une biodiversité en Corse. On a toutes les cultures en Corse, des céréales, en passant par les agrumes, les vignes, l'élevage, tout, le maraîchage. Et donc, on a moindre soucis avec les insectes. On a beaucoup d'auxiliaires qui viennent naturellement. Vous voyez, tout autour de nous, il y a des haies, il y a des petits champs, des petites parcelles. Et tout ça, ça favorise la biodiversité
la nature se défend toute seule. Mais la Corse est un cas à part. Ailleurs, les céréaliers sont confrontés à des années de plus en plus critiques. Les rendements baissent, la qualité des céréales diminue, à cause notamment des changements climatiques et de la prolifération des maladies. C'est tout un secteur qui se trouve en faillite. En réalité, tout un modèle qui s'effondre. C'est tout l'inverse de ces grandes surfaces aux États-Unis où il y a des kilomètres et des kilomètres de céréales ou de cultures toutes les mêmes. En Espagne avec les agrumes où ils sont obligés de tout traiter parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont plus d'auxiliaires du tout. Donc ils traitent sans arrêt et tout. Le chimique, ça marche, mais à chaque saison, on vient appauvrir nos sols, on vient tuer notre vie du sol et on vient s'empoisonner. Peut-on réellement changer de modèle à l'échelle des continents, de la planète tout entière? Les agriculteurs, ils commencent à avoir conscience, mais ils ont tellement de travail, ils sont tellement seuls que je pense qu'il est difficile pour eux, si on ne les accompagne pas, qu'ils s'approprient toutes ces nouvelles techniques qui sont disponibles. On a tellement détruit notre sol et notre capacité à nourrir le végétal qu'il faut restaurer. Et pour restaurer tout ça, c'est un processus et ça prend un peu de temps. Donc il faut soutenir les agriculteurs à retrouver des pratiques vertueuses. Et par exemple, l'agriculture de conservation en est une. On va réintégrer les couvre-sols, on va arrêter les produits chimiques et on va trouver des alternatives. En agriculture biologique, qu'est-ce qu'on fait l'agro-industrie? Ils ont transformé les produits chimiques en extraits naturels de plantes et au lieu d'avoir des bidons de produits chimiques A ou B, ils ont mis des extraits de plantes A ou B qui font le même travail. Donc on a le potentiel et on peut très bien remplacer les produits chimiques par des produits naturels. Ce ne sont pas tant les agriculteurs qui sont responsables du modèle actuel que les grandes industries de l'agroalimentaire. Ce sont elles qui dictent le marché, obligeant le secteur agricole à s'adapter à leurs demandes, à leur insatiable quête de profit. Les grandes industries s'enrichissent tandis que les exploitants se meurent, empêtrés dans un modèle qui leur tord le cou et empoisonne leur quotidien. À une époque où la lutte contre le réchauffement climatique s'impose comme un enjeu mondial, il n'est plus acceptable de massacrer la biodiversité, de laisser le carbone s'échapper des sols, de consommer des produits cultivés à l'autre bout du monde. Il est grand temps que l'humanité tout entière se dresse contre ceux qui empoisonnent les sols, l'eau, la vie. L'agriculture d'aujourd'hui et de demain, ça va être une agriculture qui va intégrer la biodiversité et qui va remettre dans ce système naturel un écosystème. La ferme du futur, ce serait un petit peu comment on mutualise les différents types de cultures, céréales, arboriculture, maraîchage, plantes aromatiques, et comment au sein de grandes exploitations, on peut faire des fermes multi-acteurs où en fait il y a ces différents pôles de biodiversité qui vont s'entraider les uns les autres et casser cette monoculture. Des modèles de transition comme Jean-Martin Fortier qui sur 1 hectare de maraîchage avec 6 personnes, il arrive à faire jusqu'à 150 000 € et sans abîmer son sol. On se dit il y a réellement des outils qui sont à disposition, qui sont présents. C'est à peu près presque 10 fois plus que le modèle d'agriculture biologique ou conventionnelle. Mais c'est juste comment on remanage son exploitation et sa biodiversité pour pouvoir être plus rentable en respectant son sol. En 20 ans, on peut inverser la courbe du réchauffement climatique, inverser la courbe de la pollution des sols et des nappes phréatiques, tout en produisant suffisamment de nourriture pour tous les êtres humains. Oui, c'est possible, c'est même déjà en route.
Comme aujourd'hui en Corse, bien des agriculteurs de par le monde ont pris conscience de la nécessité de respecter les cycles naturels du monde végétal. Car le tout chimique ne fonctionne pas, ni les labours intensifs, ni les monocultures. Ce sont des modèles dépassés, improductifs, dangereux, qui nous mènent droit contre un mur. Il nous reste peu de temps, mais la solution nous appartient. Il nous suffit pour cela de comprendre collectivement comment la nature fonctionne et de se servir de son pouvoir régénérateur. Restons optimistes. Les expériences en permaculture ou en agriculture raisonnée se multiplient à travers la planète, en Europe, aux États-Unis, en Australie. Partout, les hommes apprennent enfin à cultiver sainement, en respectant la terre, pour produire mieux et davantage. Il était temps.